L'idée de faire cette vidéo nous est venue après avoir fait un grand nombre de présentations à un public de praticiens de la finance, des résultats que nous obtenions en recourant au machine learning pour faire de l'allocation d'actifs. D'une manière générale, nous nous sommes aperçus à notre grande dame que les réactions du public étaient assez uniformes. Tout d'abord, nos interlocuteurs étaient très dubitatifs sur la nature des résultats, ce qui est parfaitement légitime. Mais au-delà de ces doutes, c'est le projet lui-même qu'ils remettaient en cause, le jugeant illégitime. Pour eux, nous cherchions une aiguille dans une botte de foin, en quelque sorte. Ce n'est pas tant la technologie que nous utilisions qui les rebutait. À vrai dire, on nous a posé assez peu de questions sur les algorithmes auxquels nous recourions. À la réflexion, il nous est apparu que la majorité de nos interlocuteurs adhéraient, sans l'expliciter vraiment, à une version stricte de l'hypothèse d'efficience des marchés. Leur position peut se résumer ainsi: si les marchés sont efficients, il n'y a pas d'intérêt à chercher de l'information dans une série temporelle financière, puisqu'en réalité, il n'y en a pas. La technologie, aussi sophistiquée soit-elle, est impuissante à résoudre ce problème. Fort de ce constat, nous nous sommes posé un certain nombre de questions et nous nous sommes dit qu'il était peut-être possible d'utiliser cette même technologie pour les convaincre de la légitimité de notre projet. À savoir, tenter de les convaincre qu'il y a au moins un peu d'information dans une série temporelle financière. Nous avons donc imaginé toute une série d'expériences dans le but de les amener à remettre en question cette croyance en l'efficience radicale des marchés. Car si elle est une hypothèse de travail intéressante, l'hypothèse des marchés efficients reste précisément cela, une hypothèse qu'il convient de tenter d'étayer ou d'invalider. La question que nous allons nous poser tout d'abord, c'est: est-ce qu'une série temporelle financière recèle de l'information? Alors, on peut apporter trois types de réponses à cette question. On peut répondre négativement, on peut répondre positivement, bien sûr, ou encore avoir une réponse intermédiaire de type plus nuancé. Alors, ceux qui favorisent une réponse négative à cette question soutiennent généralement une version plus ou moins stricte de l'hypothèse des marchés efficients, selon laquelle ces derniers sont constamment arbitrés, de sorte que la perspective de les battre est vaine. L'efficience des marchés a régulièrement été associée à la métaphore de la marche aléatoire, qui stipule que les prix du marché boursier évoluent sur un mode aléatoire et que les prédictions qui portent sur leur évolution ou l'analyse des tendances sont inutiles, car personne n'en sait davantage que le marché. Cette marche aléatoire a été illustrée dans l'ouvrage de Malkiel comme celle d'un ivrogne qui finalement tombe d'inanition régulièrement et qui, à chaque fois qu'il se relève, est incapable de trouver sa direction. Ceux qui favorisent une réponse positive pensent également fréquemment que ces informations peuvent être exploitées dans le cadre d'une modélisation qui, à son tour, peut être utilisée à des fins prédictives. C'est là vraiment la position classique du quantitativiste en finance. On fait un modèle et sur la base de ce modèle, on va avoir la possibilité de faire des prédictions. Donc la validité de ces modèles est testée dans le cadre d'un backtesting. Malheureusement, le backtesting ne garantit pas que les relations statistiques découvertes ne sont pas purement incidentes. La performance observée dans le cadre d'un backtesting est probablement la meilleure que vous auriez pu obtenir dans le passé, pour autant que vous ayez connu le futur. Alors, il y a évidemment une grande différence entre la finance et les modèles que l'on peut faire dans des domaines où la qualité prédictive de ces modèles est attestée. Si par exemple vous cherchez à déterminer quelle va être la quantité de bière que vous vendez d'année en année, vous allez remarquer une forme de saisonnalité. En général, on boit davantage de bière en été quand il fait chaud qu'on en boit en hiver. Mais la finance est quelque chose d'extrêmement différent puisque vous n'avez pas dans ce domaine
la régularité ou la garantie que ce que vous observez à un certain moment va se répéter dans le futur. La troisième réponse que l'on peut apporter, c'est la réponse nuancée dont j'ai parlé, c'est-à-dire que on peut être moins catégorique dans sa réponse à la question de savoir si une série temporelle financière recèle de l'information. Il y a diverses raisons pour lesquelles les séries temporelles financières diffèrent des séries aléatoires, mais ceux qui répondent de cette façon reconnaissent également que l'instabilité inhérente de ces séries les rend impropres à la modélisation statistique. Alors, il y a peut-être de l'information dans les séries temporelles financières, mais elle est diffuse, significative peut-être durant certaines périodes, insignifiante durant d'autres, et parfois d'une persistance si limitée qu'elle ne peut pas être exploitée à des fins prédictives. À savoir que si le temps que vous identifiez cette information, elle devient obsolète, eh bien, vous ne pouvez pas vous targuer du fait de l'avoir identifiée pour l'exploiter, puisque elle est précisément obsolète. Alors, maintenant que l'on a donné ces trois types de réponses à la question initiale, on peut bien sûr légitimement se poser la question de savoir si cette hypothèse des marchés efficients est testable empiriquement. Il est compliqué, en fait, voire impossible de répondre à la question de savoir si l'hypothèse des marchés efficients peut être soumise à un test empirique. L'auteur lui-même de l'hypothèse, Eugene Fama, en a douté pour la simple raison que ce test présuppose un cadre formel qui lui-même est hypothétique. C'est un problème classique en épistémologie qu'on appelle le problème des hypothèses conjointes. Il est effectivement problématique, voire impossible, de tester si les marchés sont efficients. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas possible de déterminer quels seraient les rendements excédentaires potentiels qui trahiraient la présence d'inefficience sans déterminer simultanément quels sont les rendements attendus en utilisant un modèle d'évaluation des actifs, un asset pricing model. Les raisons des irrégularités pourraient donc être dues à des inefficiences de marché, au choix d'un modèle erroné, d'évaluation des actifs ou encore aux deux choses simultanément. Le message clé finalement du problème des hypothèses conjointes est que l'efficience des marchés en soi ne peut pas être testée. Nous sommes donc dans une impasse et la question se pose de savoir si l'on va pouvoir sortir de cette impasse. C'est ce qu'on se propose de faire. L'idée est précisément de dépasser la problématique des hypothèses conjointes et pour cela, nous avons imaginé une expérience de pensée. Une expérience de pensée qui précisément nous permettrait de sortir de cette impasse. Une expérience de pensée qui nous permettrait de soumettre l'hypothèse des marchés efficients à un test empirique sans avoir à formuler davantage d'hypothèses. Imaginons que nous puissions construire une intelligence artificielle qui émule les principes de l'apprentissage humain et les applique systématiquement, sans parti pris ni limitation aucune. La notion de parti pris est importante parce qu'elle nous permet de dire que cette intelligence ne sera pas de type dogmatique, à savoir que si elle rencontre une forme d'évidence qui va à l'encontre de ses convictions, eh bien, elle aura la sagesse de changer ses opinions, de changer ses croyances. Alors, est-ce qu'on peut, de cette pure expérience de pensée, imaginer une expérience contrôlée qui nous permettrait finalement de pouvoir aller au-delà de la pure spéculation intellectuelle? Alors, nous proposons une expérience en 3 étapes distinctes et à l'étape 1,
Une fois que nous avons dompté cette intelligence, et nous verrons comment on peut imaginer le faire, en fait, quels sont les candidats qui pourraient être mobilisés pour remplir le rôle de cette intelligence, nous allons soumettre à sa sagacité des séries temporelles artificiellement construites pour reproduire une marche aléatoire. C'est-à-dire des séries dans lesquelles, de façon délibérée, nous n'aurons pas mis d'informations. Alors, il serait très contre-intuitif de découvrir que notre intelligence est capable d'extraire des informations là où il n'y en a pas. En d'autres termes, d'apprendre quelque chose là où il n'y a rien à apprendre. À l'étape 2, nous allons introduire de l'information dans certaines des séries temporelles soumises à notre intelligence et nous allons à nouveau tester la sagacité de cette intelligence à les distinguer des séries temporelles dénuées d'informations. Puisque notre intelligence est par hypothèse impartiale et n'est limitée en aucune façon, contrairement à la nôtre, elle sera capable de capter l'information là où elle est présente. Enfin, à la dernière étape de notre expérience, nous allons substituer les données simulées par des séries temporelles financières réelles pour comparer ensuite les capacités d'apprentissage de notre intelligence avec celles observées lors des 2 étapes précédentes. S'il n'y a effectivement aucune ou très peu d'informations dans les séries temporelles financières, notre intelligence n'en tirera aucun enseignement et sa réponse cognitive sera finalement du type de celle que nous avons constatée à la première étape de l'expérience, là où délibérément nous n'avions mis aucune information dans nos séries temporelles. Si au contraire il y a de l'information, elle sera capable de l'extraire et sa réponse cognitive sera du type de celle observée lors de la 2e phase de l'expérience. Alors, passons maintenant de cette expérience de pensée à l'expérience réelle et essayons de mettre en œuvre finalement le plan expérimental que nous venons d'énoncer et implémentons-le. Cette mise en œuvre nécessite néanmoins la sélection d'une technologie crédible qui assurera le rôle de notre intelligence omnipotente. Imaginons un instant que nous devions prendre des décisions dans un contexte d'incertitude totale. Que pouvons-nous faire? Qu'allons-nous faire dans ce type de situation? Alors, la solution humaine à ce problème est évidente. Appliquer la méthode d'apprentissage par essai et erreur et ajuster nos croyances au fur et à mesure que de l'évidence est collectée. Il s'agit d'une approche typiquement bayésienne. Solution artificielle appropriée, nous semble-t-il, à cette problématique de l'apprentissage séquentiel, qu'on appelle online learning dans la littérature par opposition à l'offline learning, eh bien, cette solution artificielle, elle va faire recours justement à la notion d'apprentissage séquentiel et derrière cette notion se cachent des algorithmes qui tentent d'apprendre en temps réel à partir de flux de données. Alors, j'ai cité Bayes et l'acteur bayésien, il s'agit de savoir comment il se comporte et je vais dédier quelques phrases à cela. Un acteur bayésien initie son processus d'apprentissage avec une distribution de probabilité a priori, qui est une fonction qui attribue une probabilité à chaque monde possible. Si il n'a jamais été confronté à ces mondes possibles, s'il n'a jamais reçu d'évidence sur leur existence, eh bien, il attribuera cette probabilité de façon équiprobable. Chaque monde possible aura finalement la même probabilité d'exister. Ensuite, l'acteur bayésien va se livrer à une opération mathématique appelée la conditionnalisation, qui consiste à faire tendre vers 0 la probabilité des mondes qui ne sont que faiblement compatibles, voire totalement incompatibles, avec les informations nouvellement collectées
et il va renormaliser la distribution des probabilités en fonction des mondes qui demeurent possibles. Donc, suite à la réception d'une certaine forme d'évidence, à un certain nombre d'expériences que l'acteur va faire, il va reconsidérer finalement sa distribution et l'adapter en fonction de la crédibilité plus ou moins grande des mondes possibles qu'il peut envisager. Alors, le résultat de cette opération mathématique, hein, qui n'est pas explicite bien évidemment dans le cadre de notre acteur bayésien, est une distribution de probabilité a posteriori que l'acteur peut utiliser à l'étape suivante comme une nouvelle distribution de probabilité a priori. Et ainsi de suite, au fur et à mesure qu'il va être confronté à de l'évidence. Et de la sorte, nous avons défini une règle d'apprentissage et le fait que nous apprenions effectivement quelque chose se traduit par la modification de la distribution de probabilité. Si nous n'apprenons rien, eh bien, finalement, nous allons rester figés sur notre distribution de probabilité a priori et nous n'aurons pas d'évolution parce que tout simplement, l'évidence requise pour pouvoir évoluer n'a pas été fournie. Alors, quelle est notre solution à ce problème? Quelle est notre solution à cette intelligence finalement que nous devons trouver? Eh bien, nous l'appelons cette solution Cortex et elle consiste en un algorithme de type ensembliste, en ce sens que elle s'appuie, cette solution, sur un certain nombre d'algorithmes d'apprentissage sous-jacents et elle va combiner finalement ces algorithmes ou les réponses de ces algorithmes pour assurer la diversité des modes d'apprentissage et de prise de décision. Donc c'est une approche plurielle et l'apprentissage ensembliste est utilisé dans l'espoir qu'un groupe d'algorithmes produira en moyenne un meilleur résultat qu'un algorithme unique. En fait, c'est un travail d'équipe en quelque sorte où nous allons mettre en compétition différents algorithmes et nous allons finalement sélectionner ceux qui sont à même d'apporter la meilleure réponse. Cortex est par ailleurs un algorithme de méta-apprentissage, ce qui signifie qu'il est conçu pour apprendre à apprendre. Lorsque la nature des données évolue de manière significative au fil du temps, ce qui est fréquent dans le domaine financier, certaines caractéristiques perdent de leur importance tandis que d'autres en gagnent. La difficulté associée à ces variations réside dans la décision algorithmique de départager les fruits de l'apprentissage qui doivent être oubliés de ceux qui ne le doivent pas. Et c'est précisément en cela qu'il s'agit de méta-apprentissage. Cortex va se positionner de telle sorte qu'il va conserver une agilité et rejeter finalement les modes d'apprentissage ou les choses apprises qui n'ont plus cours, et au contraire se concentrer sur de nouveaux modes d'apprentissage ou de nouvelles croyances qui, elles, auront une pertinence pour justement se positionner par rapport à la problématique qui lui est posée. Alors, nous allons commencer par le début, c'est-à-dire par l'étape 1 de notre expérience, où nous allons considérer des données simulées, c'est-à-dire des données sur lesquelles nous avons le contrôle et que délibérément nous allons dénuer d'informations. Alors, comme cela a été mentionné, il serait très perturbant de découvrir que Cortex est capable d'extraire de l'information là où il n'y en a pas. Et nous allons d'abord tester son comportement sur un ensemble aléatoire de 50 actifs simulés, tous basés sur un mouvement brownien géométrique avec un rendement attendu de 0. Donc, cette absence de rendement, cette absence de drift traduit le fait qu'il n'y a pas d'information, il n'y a pas de signal dans nos séries financières. Et outre ce rendement attendu nul, nous allons également
leur donner à ces séries une volatilité annualisée constante de 15%. C'est-à-dire que nous allons les bruiter à la hauteur du bruitage d'une série financière qui traduit l'évolution d'une série d'actions. Donc, ce que vous voyez là sur le graphique devant vous, c'est finalement sur une période relativement longue, période fictive, dont on dit là qu'elle va de 1980 à 1992. Vous voyez donc le cheminement emprunté par ces différents actifs fictifs simulés et vous voyez que certains ont des réalisations qui sont relativement intéressantes du point de vue de leur performance, d'autres pas du tout, mais cela est uniquement le fait du bruit que l'on a introduit dans ces séries qui fait qu'elles ont la capacité, grâce à ce bruit, de parcourir finalement des cheminements assez distincts les unes des autres. Le mouvement brownien que j'ai cité désigne simplement le mouvement irrégulier des particules microscopiques en suspension dans un fluide, résultant de leurs nombreuses collisions avec les molécules environnantes. L'effet cumulatif de nombreux mouvements indépendants en fait le prototype d'un processus stochastique dans la nature et trouve également, depuis le début du XXe siècle, une application dans l'étude des marchés financiers. Alors, une petite note méthodologique sur la façon de restituer nos résultats. Plutôt que de montrer toutes les séries temporelles sous-jacentes, nous préférons ne représenter que les quantiles glissants des résultats, ainsi que les minima et les maxima. Nous allons concentrer en quelque sorte cette information pour nous concentrer sur, dans le cas où nous n'avons que 20 séries temporelles, moins de 20 séries temporelles, nous allons montrer que les quantiles qui correspondent au palier de 25 et 50%, c'est-à-dire que dans cette surface en gris foncé, vous allez voir 50% de la distribution de nos résultats qui évolue de part et d'autre de la médiane. Et s'il y a davantage de séries temporelles, nous allons élargir un peu le spectre pour montrer les paliers correspondant à 10 et 90%, qui sont ici en gris clair. Et de part et d'autre de ces deux surfaces, il y a le quantile qui correspond au minimum des performances observées à un moment t, et celui qui correspond au maximum de ces mêmes performances. Alors, si maintenant nous demandons finalement à notre algorithmique de se véhiculer dans ce dédale de séries, et d'essayer de sélectionner au cours du temps celles qui sont les meilleures, nous voyons que finalement notre algorithmique ne parvient pas à le faire. La courbe qui est ici en violet démontre que finalement nous finissons notre parcours dans une position qui est même négative, très faiblement négative, mais que nous évoluons tout au long du parcours historique de ces séries dans une position qui est proche de l'équilibre, c'est-à-dire que nous restons grosso modo à la valeur 100 tout au long du parcours. Donc très clairement, l'algorithme n'est pas en mesure d'exploiter à son avantage les opportunités qui existent, puisqu'il y a quand même une série qui finit avec un rendement qui est cumulé, qui s'avère être relativement correct, mais elle n'est pas capable effectivement de le faire dans la mesure où le rapport entre le signal et le bruit est nul, donc la capacité d'apprentissage n'existe pas dans ce contexte. Et finalement, Cortex n'a pas la possibilité finalement d'adapter ses a priori, sa distribution a priori, en une distribution a priori qui l'équiperait un peu mieux pour finalement affronter le futur. Cette solution algorithmique, elle est fondamentalement indifférenciable de la stratégie qui consiste à équipondérer toutes les séries temporelles sous-jacentes. Et
Le résultat de l'équipondération, c'est cette courbe en jaune, dont on voit qu'elle évolue aussi très très proche de la valeur 100 tout au long du parcours. Elle finit par être très faiblement dans le positif, mais d'un point de vue statistique, elle ne se différencie pas notoirement de notre solution algorithmique. Et ce qui est symptomatique, c'est que cette courbe jaune représente finalement la meilleure solution à adopter, celle de l'équipondération, lorsque l'on n'a finalement aucune information, lorsque l'on ne sait rien de ces courbes, lorsque l'on n'est pas capable d'identifier lesquelles seraient plus porteuses que les autres, eh bien, on reste dans une situation d'ignorance totale où finalement l'équipondération reste la meilleure solution. Tout au cours de cette expérience, il n'y a pas possibilité en fait d'amender cette équipondération pour la modifier à notre avantage. Donc, c'est précisément une situation où nous n'apprenons rien au cours de cette expérience, tout simplement parce qu'il n'y a rien à apprendre. Et nous sommes aussi ignorants au terme de l'expérience que nous l'étions lorsque nous l'avons commencé. Maintenant, introduisons subrepticement un peu d'informations dans certaines de ces séries. Et nous allons en fait conserver le cadre qui a été défini à l'étape précédente avec toujours 50 actifs aléatoires, mais cette fois-ci, les 5 premiers actifs ont une espérance de rendement positive. Donc en fait, nous avons introduit de l'information dans certains de ces actifs, 5 d'entre eux, et nous l'avons fait pour ceux qui sont numérotés de 1 à 5. Et la présence de cette information va se traduire par un ratio de Sharpe que nous avons choisi égal à 1,5. Cela veut dire que maintenant, il y a une relation entre signal et information qui n'est plus nulle, et que nous avons une espérance de rendement quotidien qui est faible, mais positive, de 9 points de base. Donc là, nous avons un drift, contrairement à ce que nous avions fait, ce que nous avions finalement construit dans la première phase de l'expérience. Et ce drift ne concerne uniquement que les 5 premières séries de notre jeu de données. Alors à nouveau, nous confions cette problématique à Cortex qui va devoir finalement au cours du temps essayer de tirer un peu d'informations de ce contexte qui reste toujours un contexte très bruité et essayer de se positionner à son avantage. Et la courbe violette, qui à nouveau illustre la solution algorithmique, est disposée de façon complètement différente qu'elle ne l'était à la première phase de l'expérience. Nous voyons maintenant que finalement, Cortex est capable de tirer parti de l'expérience, d'apprendre manifestement quelque chose. Pourquoi? Parce que le positionnement de la courbe surpasse quasiment en permanence le 90e percentile de la distribution des performances de toutes les séries temporelles sous-jacentes. Donc c'est un positionnement qui est extrêmement avantageux. On est encore relativement loin de la ligne qui représente le maximum qui peut être obtenu, mais on est très très loin aussi évidemment de la pire des solutions, qui est celle qui représente le minimum obtenu, donc tout au bas du graphique, et même finalement du positionnement médian qui lui est autour de 100, qui était celui finalement de la solution algorithmique à l'étape précédente. Et il est clair que là, si on reprend notre solution d'équipondération, c'est-à-dire la solution par défaut, lorsque l'on ne sait rien et que l'on n'apprend rien, eh bien, on voit qu'il y a un positionnement complètement distinct de la solution algorithmique par rapport à cette solution équipondérée, qui, elle, reste confinée à un espace qui est celui qui est compris entre le 25e et le 75e percentile. Alors, qu'est-ce que fait Cortex? Et dans ce nouveau graphique, dans la partie inférieure du graphique, on va voir que Cortex
de l'équipondération qui est son point de départ initial va passer à une distribution finalement des poids complètement différente. Et il va favoriser outrageusement 3 des 5 séries financières. Et il se trouve que ces 3 séries financières sont précisément 3 parmi les 5 qui sont porteurs d'informations. Donc en fait, là où il y a de l'information, Cortex a pu l'identifier et passe de l'équipondération à des solutions dans lesquelles à des préconisations, pardon, euh, dans le cadre desquelles il va très très nettement favoriser des actifs qui sont porteurs d'informations, qui ont un drift positif. Et là, on voit très bien ces poids. Alors, évidemment, comme ces 5 actifs qui ont un drift positif, eh bien, restent bruités. Il y en a certains qui ont une meilleure performance à certains moments de l'histoire que d'autres, et c'est ce qui explique que Cortex va favoriser finalement ces actifs qui sont plus performants pour des raisons qui, elles, sont aléatoires, et puis se désintéresser d'un autre qui le devient moins pour reprendre finalement peut-être ce premier actif euh, lorsqu'il revient en tête de peloton, lorsqu'il caracole en tête. Voilà, donc maintenant, lorsque on a ce résultat, généralement, on nous pose la question suivante. On nous demande si finalement Cortex fait quelque chose de différent des outils traditionnels de détection de tendances qu'on utilise communément en finance. Alors, ce que l'on peut répondre, c'est que une fois qu'on a accès au jeu de données complet, c'est-à-dire ex post, eh bien, il est facile de concevoir un modèle capable d'extraire efficacement les performances les plus positives. Dans ce cas particulier là qui nous occupe, la meilleure stratégie consiste à équipondérer les 5 actifs ayant obtenu la meilleure performance cumulée depuis le début. Euh, c'est une stratégie qui va porter ses fruits, sauf que il faut rappeler qu'au tout premier jour de cette expérience, personne ne savait les choses suivantes. Combien d'actifs auraient un rendement attendu supérieur à 0, pour autant même qu'il y en ait un seul? Que les rendements attendus resteraient les mêmes tout au long de la période. Et finalement, que les volatilités seraient identiques et resteraient constantes au fil des années. Ça, personne ne le savait. Et Cortex ne le savait pas non plus, ce qui n'a pas empêché l'algorithme de tirer profit de la performance accessible dès le premier jour. Alors il est évident qu'au début de l'expérience, il y a très très peu d'évidence, on a très peu d'informations, puisque finalement on a une information qui nous arrive chaque jour, et ou 50 informations qui nous arrivent chaque jour, puisqu'on a 50 séries, mais il est évident qu'on ne peut à peu près rien construire sur la base de cette information, mais au cours du temps, on va accumuler de l'information, Cortex va accumuler de l'information, et si cette information est pertinente, finalement, si elle est présente surtout, eh bien, il va pouvoir modifier finalement ces pondérations et délaisser certains actifs pour en favoriser d'autres, tout en gardant pour chacun des actifs finalement une pondération certes proche de zéro, mais qui n'est jamais nulle. C'est-à-dire que Cortex ne va jamais complètement reléguer un actif aux oubliettes. Il va s'en désintéresser dans la mesure où il va lui donner un crédit en quelque sorte extrêmement faible, mais il ne sortira jamais cet actif de son champ d'observation. Et ça, c'est une chose importante, parce que si d'aventure cet actif eh bien, devenait intéressant pour des raisons inexpliquées, eh bien, il pourrait toujours lui redonner ses lettres de noblesse et le prendre en considération. Alors, tout cela montre que Cortex est capable de fonctionner immédiatement, et ça c'est très important parce que l'on va pouvoir, on ne va pas perdre de temps, et s'il y a quelque chose à apprendre de ces séries, on va pouvoir l'exploiter dès le premier jour.
certes modestement probablement, mais il vaut mieux exploiter un filon modestement que ne rien exploiter du tout. Et sur la base des informations disponibles, eh bien, il va accumuler de l'information au fur et à mesure du temps. Et contrairement à l'approche quantitative classique, qui a d'abord besoin d'un accès complet à l'ensemble des données pour concevoir ensuite un modèle qui, dans cet exemple, ne serait opérationnel qu'après 13 ans, eh bien, Cortex est immédiatement opérationnel. Ce qui est important en finance parce que le temps est crucial. On a peu de temps pour se positionner lorsque l'on a la possibilité d'exploiter finalement un filon. Donc, si on peut le faire immédiatement, on va avoir un avantage concurrentiel absolument évident. Maintenant, nous allons faire une digression, une variation sur l'expérience qui vient d'être faite et nous allons toujours prendre des données simulées avec toujours de l'information ou un peu d'information quelque part cachée dans ces données, mais nous allons faire varier cette information au cours du temps. Et on peut se demander ce qu'il advient si l'on introduit de la non-stationnarité dans les simulations ci-contre. Qu'arrive-t-il par exemple si à mi-parcours, le 1er janvier 1986, dans notre chronologie fictive, eh bien, les actifs numérotés de 1 à 5 connaissent une baisse drastique et soudaine de leur ratio de Sharpe qui va chuter de 1,5 à 0, tandis que les actifs numérotés de 46 à 50, eux, expérimentent exactement l'inverse. Et là, vous voyez sur le graphique que nous avons nos 5 actifs en jaune qui, dans une première phase de l'expérience, donc jusqu'à mi-parcours, ont effectivement un drift positif. Ils vont sortir du peloton des séries temporelles. Et après 1986, eh bien, ils vont stagner en quelque sorte. Nous voyons que là, eh bien, ils sont sans drift. Et les actifs qui sont en violet, eh bien, eux, connaissent le destin inverse. Dans une première phase de l'expérience, ils vont stagner. Et puis, c'est seulement à mi-parcours qu'ils vont commencer à devenir performants jusqu'à un point où ils vont même finir par dépasser en performance, pas tous, mais la plupart, nos actifs numérotés de 1 à 5, donc les actifs ici représentés en jaune. Et au terme de l'expérience, eh bien, on voit que c'est un des actifs qui est représenté en violet qui va finir en tête de peloton. Donc, bon, la stationnarité à laquelle j'ai fait référence, c'est une des caractéristiques les plus importantes dans l'analyse des séries temporelles. Quand il y a stationnarité, on identifie des propriétés qui ne caractérisent pas uniquement des points particuliers de nos courbes, mais qui restent invariantes au cours du temps. Alors, une série temporelle, dans un environnement stationnaire, a la même espérance de rendement attendue et la même variance à n'importe quelle phase de son histoire. Et on voit que là, 10 de nos 50 séries ne sont pas stationnaires, ne sont pas dans cet environnement stationnaire, puisque finalement, cette variance et cette espérance de rendement va changer, puisque c'est là précisément l'objet de notre expérience. Alors, nous allons toujours faire la même expérience maintenant, à savoir soumettre cette nouvelle réalité à notre algorithmique. Et nous voyons un certain nombre de choses intéressantes sur le graphique. C'est toujours notre même courbe violette qui représente notre solution algorithmique. Nous voyons que dans une première phase, eh bien, voilà, on a un résultat qui est rigoureusement identique à celui que nous avons eu à l'étape précédente, puisque en fait c'est la même expérience qui se produit jusqu'à mi-parcours. À mi-parcours, nous avons cette inversion finalement de tendance entre les séries numérotées de 1 à 5 et celles qui sont numérotées de 46 à 50. Alors il y a une forme de flottement. On voit que en fait notre performance a tendance à stagner, voire à régresser quelque peu, jusqu'à un moment où en fait notre courbe reprend sa quête ascensionnelle et finit finalement relativement bien. Donc
Euh, il y a certes une période d'ajustement et c'est parfaitement normal finalement puisque notre algorithmique se retrouve à nouveau in terra incognita, mais il y a une réaction et Cortex rejette relativement rapidement ce qui ne répond plus à ses attentes et remet en question ses a priori pour surpondérer cette fois-ci les actifs numérotés de 46 à 50 au détriment de ceux qui sont numérotés de 1 à 5. Et si on remet en contraposition à nouveau notre courbe d'équipondération, on voit que on est toujours très très bien positionné par rapport à cette courbe, quand bien même il a fallu cette période d'ajustement à Cortex. Alors si on isole un peu les poids euh, que l'on visualise dans le graphique, la partie inférieure du graphique, on voit que sur la première phase de l'expérience, on a un résultat qui est identique avec trois poids qui correspondent à des séries temporelles qui ont un drift positif. Et puis sur la seconde phase de l'expérience, eh bien, on voit que les trois poids qui sont les plus importants en moyenne au cours de la deuxième phase de l'expérience, eh bien, caractérisent ou sont le fait d'actifs qui sont numérotés de 46 à 50, c'est-à-dire ces actifs qui ont cette fois-ci, durant la seconde phase de l'expérience, un drift positif. Et si on remarque ce qui se passe entre 86 et dirons-nous mi-87, on voit que finalement, ces actifs qui seront très fortement pondérés par la suite, eh bien, ne le sont pas parce que c'est justement la phase d'adaptation qui est nécessaire avant que le premier actif, qui est ici représenté en vert, eh bien, commence à être très graduellement surpondéré jusqu'à l'être très fortement. Euh, et bon, ça, c'est justement cette période d'adaptation qui est nécessaire pour finalement transiter d'un jeu de poids très favorable aux 5 premiers actifs à un jeu de poids qui va devenir de plus en plus favorable aux 5 derniers actifs. Alors, maintenant, on peut reprendre notre référence à ces outils de détection de tendance et se poser la question de savoir si euh, les données, si nous avions analysé les données jusqu'au 31 décembre 1986 et que nous avions pris la décision, conformément à ce qui avait été évoqué précédemment, d'investir dans un portefeuille équipondéré qui serait composé des 5 actifs ayant eu la meilleure performance cumulée depuis le début de l'expérience. Si nous avions fait une telle chose, que se serait-il passé? Eh bien, le résultat aurait été décevant. Décevant car il aurait fallu beaucoup de temps pour que la performance cumulée des actifs numérotés de 46 à 50 surpasse celle des actifs numérotés de 1 à 5. On a vu que c'est vraiment uniquement à la fin de l'expérience que certains actifs représentés en violet commencent à dépasser en termes de performance les actifs en jaune. Et c'est seulement à ce moment-là que finalement notre stratégie d'équipondération des 5 actifs les plus performants aurait commencé à être payante et à avoir digéré finalement ce changement de tendance établi à mi-parcours. Alors une approche un peu différente qui se serait appuyée sur une fenêtre mobile aurait mieux fonctionné. La fenêtre aurait pu être plus ou moins longue, mais le problème c'est qu'une telle approche aurait supposé la sélection préalable de paramètres, notamment la longueur de la fenêtre, qui est un exercice difficile parce que sans connaître à l'avance les performances des séries temporelles, on ne peut en fait prendre qu'une décision ad hoc. Maintenant, on va se poser la question, toujours la même question, mais on va substituer nos séries temporelles simulées, avec et sans information,
par des séries temporelles financières pour pouvoir observer la réponse cognitive de notre intelligence et la comparer avec celle qui a été donnée par cette même intelligence aux étapes précédentes. Alors jusqu'à maintenant, nous avons, donc en fait c'est un peu l'épreuve du feu à laquelle nous allons soumettre notre algorithmique, et nous avons pu observer notre algorithmique uniquement jusqu'à maintenant dans des contextes simulés. Nous allons quitter, comme je viens de le dire, les séries temporelles simulées pour nous tourner vers des séries financières réelles, et nous allons considérer l'univers d'investissement typique d'un investisseur institutionnel suisse, soit à savoir des obligations, des actions, de l'immobilier, le tout géographiquement diversifié. Alors, dans un tel contexte, qu'aurait recommandé Cortex en l'absence de contraintes? Dans un premier temps, nous allons introduire aucune contrainte et nous allons accepter le fait que notre portefeuille ne soit absolument pas diversifié. Alors, dans la partie supérieure du graphique, on représente finalement les parcours de ces 8 classes d'actifs, et on les représente avec la même convention quantile. Là, cette fois, nous avons moins de 20 valeurs, donc nous nous limitons à la délimitation des quantiles de 25 et de 75%. Au-delà desquels nous représentons à nouveau les valeurs minimales et maximales. Et nous avons finalement ici la représentation de l'ensemble des performances atteignables avec ces 8 classes d'actifs sur une période historique qui est une période déterminée cette fois-ci et qui va de 2001 jusqu'à la fin 2020. Alors, on a à nouveau les poids en regard de ces performances et on voit effectivement que les poids varient assez fortement au cours du temps, qu'il y a des périodes durant lesquelles il y a vraiment un mélange de stratégies, alors que à d'autres périodes, c'est plutôt une stratégie uniquement qui domine finalement l'allocation que Cortex détermine comme étant la plus pertinente à cet instant-là de l'expérience. Alors, toujours la même histoire, comment Cortex finalement va se positionner par rapport à cette réalité nouvelle dont on ne sait pas, parce qu'elle est plus sous notre contrôle cette fois-ci, si elle recèle ou non de l'information. C'est précisément la question que l'on s'est posée dès le départ et qui dicte le rythme de toute cette expérience. Ce qui est intéressant en termes de résultats, c'est que le Cortex réalise des performances presque aussi bonnes que celles des actifs les plus performants au cours des différentes phases temporelles. Il y a évidemment des alternances, il y a certains moments durant lesquels certains actifs réalisent des performances qui sont tout à fait notables et d'autres où, au contraire, leurs performances sont extrêmement médiocres, fortement négatives, même voire durant certaines périodes qui correspondent à typiquement des phases de tension sur les marchés. Mais Cortex, grâce à un timing judicieux, arrive même à surpasser, au terme de l'expérience, la plus performante des classes d'actifs qui, en l'occurrence, dans ce laps de temps considéré, sont les actions des marchés émergents. Et on finit assez largement au-dessus de cette classe d'actifs. Alors, ça, c'est un résultat très intéressant et qui est obtenu par l'objectif que Cortex a d'égaler la performance de l'actif le plus performant. Et il se trouve qu'en faisant cela, l'algorithme est indifférent à toute forme de diversification puisqu'on ne lui a pas demandé, on ne lui a pas imposé d'être diversifié. Et par exemple, il recommande pendant plusieurs années d'allouer près de 100% des actifs aux actions suisses de petite et moyenne capitalisation. Et évidemment, ça c'est contraire à un des principes élémentaires de la finance qui nous dit d'éviter de mettre tous nos œufs dans un même panier. Alors, pour éviter cette forme de concentration extrême, nous allons introduire des restrictions dans une prochaine étape afin d'observer comment se comporte l'algorithme en présence de contraintes.
Alors, ces contraintes, en fait, il n'y aura qu'une contrainte en vérité, une contrainte simple, et qui sera de dire que, en fait, d'interdire qu'un actif ait une pondération supérieure à 20% à n'importe quel moment de l'histoire considéré. En d'autres termes, on oblige à ce que l'allocation se répartisse, soit distribuée sur au moins 5 classes d'actifs. C'est-à-dire sur les 8 classes d'actifs que nous avons à disposition, nous demandons d'avoir au moins 5 classes d'actifs qui soient présentes dans l'allocation. Alors pour évaluer les résultats de cette nouvelle problématique, nous allons conserver le cadre et les résultats que nous avons acquis à l'étape précédente et garder surtout l'enveloppe originale qui représente la distribution de nos performances sans contrainte avec à nouveau au-dessus et en deçà de cette enveloppe les performances maximales et minimales. Maintenant, si nous introduisons des contraintes, donc si nous interdisons à Cortex de pondérer à plus de 20% une classe d'actifs, et vous voyez que dans l'échelle du graphique inférieur, eh bien, nous ne pouvons aller en termes de pondération que de 0 à 20%, contrairement à l'échelle qui était de 0 à 100% dans l'expérience précédente, eh bien, nous voyons que l'introduction de contraintes a un certain nombre d'effets sur la distribution des résultats atteignables. Nous avons en fait limité le spectre des possibles, aussi bien dans le pire que dans le meilleur. Hein. On voit que finalement notre surface qui maintenant est en zone est la zone turquoise eh bien, est plus resserrée sur elle-même que ne l'était la surface initiale en gris. Et c'est précisément l'effet naturel de l'introduction de contraintes. On va limiter finalement le champ des résultats. Alors, Cortex ne peut plus faire ce qu'il faisait avant puisqu'il est maintenant contraint et l'on voit que les résultats sont un peu moins bons qu'ils ne l'étaient, mais Cortex obtient néanmoins toujours de meilleurs résultats que la meilleure allocation statique compatible avec les contraintes. On voit que faiblement, mais on est un petit peu meilleur au terme du parcours. Et dans ce cas particulier, l'algorithme parvient même à presque égaler la performance de la meilleure classe d'actifs prise isolément, c'est-à-dire indépendamment de toute contrainte. On est un peu en deçà, mais on est très très proche du résultat qui est le meilleur. Alors, ce qui est particulièrement remarquable, c'est que Cortex fonctionne instantanément, à nouveau, en suivant les rendements des actifs sous-jacents dès le premier jour et en élaborant, jour après jour, les allocations recommandées à partir de la sélection et de la combinaison d'allocations d'actifs compatibles avec les contraintes. Donc, Cortex ne sort jamais du champ qui lui est ou du périmètre qui lui est assigné et en faisant cela, il arrive à avoir des résultats qui sont tout à fait honnêtes par rapport aux meilleurs résultats qu'il était possible d'obtenir en choisissant l'une ou l'autre de ces allocations compatibles avec les contraintes édictées. Alors, ce que vous voyez sur le graphique, ça n'est pas un backtest, c'est la performance que vous auriez obtenue si vous aviez fait confiance à Cortex pour votre allocation d'actifs dès le premier jour. Au premier jour de l'expérience, Cortex n'avait aucune idée de ce qu'il allait advenir. Cortex ne connaît pas l'histoire financière, contrairement à nous, qui, même si nous cherchons à l'oublier, ne pouvons pas l'oublier si nous la connaissons. Et il a élaboré finalement son expertise sur la base de ce qu'il a observé. Cette base était très très peu tangible dans un premier temps et elle est devenue de plus en plus importante au cours du temps. Il a vu des crises financières, il a vu des périodes de rebond et finalement son expérience s'est enrichie et il a appris sur la base de cette expérience. Maintenant que nous avons fait toutes ces expériences dans des contextes différenciés,
nous pouvons revenir à notre question initiale et conclure. C'est-à-dire, notre question initiale, c'était y a-t-il de l'information sur les marchés financiers? À savoir, est-ce qu'on doit renoncer à avoir, vis-à-vis de l'hypothèse d'efficience des marchés, une attitude d'adhésion stricte et soutenir une hypothèse forte de cette efficience des marchés, ou au contraire, est-ce qu'il y a la place pour finalement trouver quelque chose dans ces séries financières, ce qui signifierait qu'il y a un certain nombre d'anomalies sur les marchés et que les marchés ne sont pas stricto sensu efficaces ou efficients. Alors, à l'issue des différentes expériences que nous avons faites, nous avons pu observer notre algorithmique dans des contextes différents et nous avons pu évaluer la capacité d'apprentissage de cette algorithmique sur des séries temporelles dans ces différents contextes. Et nous avons mis en évidence les éléments suivants. Dans un contexte simulé, dénué d'informations, c'était notre toute première expérience, Cortex n'a rien appris. Et il n'a rien appris, tout simplement parce qu'il n'y avait rien à apprendre. C'était un résultat attendu, encore fallait-il avoir la preuve que finalement Cortex fonctionnait uniquement sur la base de ces séries financières et que, en l'absence d'informations, Cortex était incapable d'apprendre, de réviser ses prémices de façon intéressante pour se positionner le mieux possible face aux problèmes qui lui étaient posés. Dans un contexte simulé qui recèle de l'information, et c'était là notre deuxième expérience, même si l'on ne savait pas où était cette information et si elle allait rester constante au cours du temps, et dans un contexte qui était très bruité, délibérément nous avons fait un contexte bruité, eh bien Cortex décrypte cette information et l'utilise à son avantage. Dans un contexte simulé où les informations varient au cours du temps, et là c'était une variation que nous avons faite dans le cadre de notre seconde expérience, eh bien Cortex démontre des capacités d'adaptation évidentes, même s'il y a une latence durant laquelle eh bien, il va se chercher en quelque sorte pour reprendre ses marques. Enfin, et c'est là l'essentiel ou l'expérience la plus significative, puisque c'était finalement l'expérience pour laquelle nous avons construit finalement tout cet environnement et nous avons décidé de réaliser cette présentation. Quand Cortex est confronté à des séries temporelles financières réelles, en l'occurrence des indices, représentant la performance de classes d'actifs typiques de l'allocation d'un investisseur institutionnel helvétique, eh bien Cortex présente un comportement comparable à celui observé à la phase 2 ou phase 2 et 3 de l'expérience, mais en aucun cas comparable à celui observé à la phase 1 de l'expérience, là où il n'y avait pas d'information. Alors, ce dernier résultat nous permet de conclure positivement en la présence minimale d'informations au sein d'une série temporelle, et c'est un symptôme fort de la présence de cette information. Ça n'est pas une preuve formelle au sens scientifique du terme, mais c'est un symptôme fort qui nous permet de dire que finalement l'entreprise qui était la nôtre, à savoir chercher de l'information dans des séries financières et mettre en branle une technologie évoluée pour explorer systématiquement ces séries, eh bien, cette expérience est légitime et en tout cas sur la période que nous avons investiguée, il y avait suffisamment d'informations, peut-être pas en permanence, mais en tout cas à certains moments, pour arriver à tirer notre épingle du jeu grâce à notre algorithmique. Voilà, j'arrive au terme de cette présentation. Je vous remercie de votre attention.